As-tu déjà regardé ta propre vie, cette réalité confortable et prévisible que tu t'es construite, et eu l'impression d'être un fantôme hantant ces couloirs? As-tu déjà ressenti une faim si profonde, un désir si interdit que l'entretenir, ne serait-ce qu'une seconde, menaçait de réduire ton monde entier en cendres? C'est une histoire à propos de ce feu. C'est l'histoire d'une femme, de sa fille, et de l'homme qui se tenaient entre elles, et des choix choquants qu'ils ont faits quand une vague de chaleur estivale refusait de céder. Avant de plonger dans cette histoire compliquée et profondément humaine d'infidélité, fais-moi une faveur. Appuie sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires qui ne sont jamais toutes noires ou toutes blanches. Et prépare-toi. C'est un voyage au cœur d'un secret dangereux. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. La chaleur estivale de Savannah s'accrochait à tout. C'était une présence physique, un poids lourd et humide qui rendait l'air étouffant, comme s'il pressait ta peau en te murmurant des secrets à l'oreille. Je me tenais sur ma véranda, éventant mon visage avec un magazine glacé, ses pages molles dans la chaleur accablante. Je m'appelle Clara Hara, et à 48 ans, j'étais devenue experte dans l'art de gérer le bourdonnement tranquille d'une vie bien installée. Mes cheveux châtains, marqués par les premiers fils argentés, étaient relevés en un chignon lâche et négligé, des mèches collant à la peau moite de ma nuque. Le soleil déclinait lentement. Un artiste enflammé peignant le ciel de violents éclats orange et rose. Mais la chaleur, têtue et implacable, refusait de faiblir. Ma blouse en coton blanc, fine et légèrement transparente, était une piètre défense. Elle collait à mon corps, dessinant chaque courbe que la cinquantaine m'avait offerte. Je sentis un lent filet de sueur descendre le long de ma colonne, le tissu humide plaqué contre ma poitrine, révélant l'ombre discrète de mon soutien-gorge beige, pratique. Je n'ignorais pas les changements de mon corps au fil des ans. Ma taille s'était adoucie, passant de l'étroitesse d'une jeune fille à la douceur d'une femme. Mes hanches étaient plus pleines, mais une vitalité coulait encore dans mon sang. Une énergie agitée que l'âge n'avait pas éteinte. Elle avait seulement été endormie. Je la sentais se réveiller à présent, tandis que je jetais un coup d'œil vers l'arrière-cour. Ma fille Émilie s'y trouvait, une vision d'énergie juvénile alors qu'elle dressait la table du patio pour le dîner. Son rire, léger et insouciant, flottait dans l'air épais. Son mari Ethan était là aussi. Il ajustait le parasol, et ce simple mouvement faisait onduler les muscles de son dos et de ses épaules sous son t-shirt gris délavé. Mon cœur eut un petit sursaut traître et aigu. Ethan. Il avait 32 ans, soit 16 de moins que moi. Il possédait une intensité tranquille, une immobilité qui semblait attirer toute l'énergie d'une pièce vers lui. Ses cheveux sombres et indisciplinés, qu'il repoussait sans cesse de son front, et ses yeux. Ses yeux voyaient plus que ce que tu étais prête à révéler. C'était un homme bien, un mari attentionné pour ma fille, et depuis 3 ans, j'avais scrupuleusement maintenu la distance affectueuse appropriée d'une belle-mère. Mais la chaleur, cette façon qu'elle avait de tout rendre brut et à vif, faisait fondre mes défenses construites, réveillant quelque chose de primal que je n'avais plus ressenti depuis des années. Je secouai la tête, tentative futile pour me reprendre, et rentrer à l'intérieur. La maison n'offrait aucun soulagement. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement dans la salle à manger, tel un oiseau blessé brassant en rond le même air chaud. Nous nous sommes assis pour dîner, tous les trois, un portrait parfait d'une famille heureuse. Émilie parlait d'un nouveau projet dans son agence de marketing. Sa voix, une mélodie lumineuse et inconsciente, passait au-dessus du silence tendu qui s'épaississait sous la nappe. J'étais assise en face d'Ethan. Mes jambes croisées, l'ourlet de ma jupe en lin remontant légèrement sur ma cuisse. La conversation glissait autour de moi, mais j'étais intensément consciente de lui, de l'espace qu'il occupait, de la chaleur qui émanait de son corps. Puis, c'est arrivé. Mon pied, bougeant nerveusement, toucha quelque chose de ferme et d'immobile sous la table. La jambe d'Ethan. Une décharge, comme un courant électrique à basse tension, remonta le long de ma colonne. Je me figeai, le souffle coupé, l'esprit en ébullition. J'aurais dû retirer mon pied immédiatement, m'excuser, en rire. Mais je ne l'ai pas fait. Et lui non plus. Ses yeux, sombres et impénétrables, croisèrent les miens une fraction de seconde. Ce n'était pas un regard de reproche. Ce n'était pas un accident. C'était une question,
une étincelle, une reconnaissance silencieuse que l'air entre nous venait de devenir inflammable. Mon pouls s'accéléra, un tambour lent et lourd dans mes oreilles. Une chaleur profonde se propagea dans ma poitrine, tout à fait différente de l'humidité oppressante du soir. Je décroisai rapidement les jambes, ma chaise grinça légèrement sur le sol. J'essayais de me concentrer sur les mots d'Émilie, sur le goût du poulet grillé, sur tout sauf l'homme en face de moi, qui n'était plus simplement mon gendre, mais une possibilité soudaine, terrifiante. Après le dîner, Émilie, se plaignant de la chaleur étouffante, annonça qu'elle allait prendre une longue douche fraîche. Son départ créa un vide dans la pièce, aspirant tout le bruit rassurant, ne laissant que le silence tendu et chargé entre Ethan et moi. Je m'occupais à débarrasser la table, mes mains tremblaient légèrement, et je priais pour qu'il ne le remarque pas. En empilant les assiettes dans l'évier, la céramique froide fut un choc bienvenu contre ma peau brûlante. Je sentais son regard posé sur moi. Quand je revins dans la salle à manger, il était appuyé contre le chambranle de la porte. Les bras croisés sur sa large poitrine, il me regardait. Son silence était plus fort que n'importe quel mot. Ses yeux ne faisaient pas que regarder. Il suivait le contour humide de ma blouse collée à ma peau, s'attardant sur la courbe de ma hanche. « Tout va bien ?» demandai-je, la voix à peine un souffle, trahissant le tremblement intérieur. Il ne répondit pas. Il se détacha du cadre de la porte et s'avança. L'espace entre nous se réduisit, jusqu'à ce que je puisse sentir la discrète effluve masculine de son parfum, mêlée à l'odeur honnête de la sueur d'une journée. Mon corps me trahit, se penchant légèrement vers lui, presque imperceptiblement, attiré par la seule gravité de sa présence. Sa main se leva, non pas pour saisir, mais pour effleurer mon bras, un contact si léger qu'on aurait pu croire qu'il n'avait pas eu lieu. Mais c'était suffisant. Un frisson, vif et exquis, me parcourut. « On ne devrait pas », murmurai-je. Les mots, une dernière supplique désespérée de la part de mon esprit rationnel. Mais mes lèvres s'entr'ouvraient déjà, ma volonté se désintégrait en poussière sous la chaleur de son regard. Le baiser d'Ethan fut soudain, affamé, mais pas brutal. C'était un baiser de curiosité longtemps réprimé, au goût de sel et de vin blanc sec partagé au dîner. C'était comme s'il avait toujours connu la forme de ma bouche. Ses mains trouvèrent ma taille et le creux de mon dos avec une assurance qui fit fléchir mes genoux. Le baiser s'approfondit, et toute pensée de résistance disparut. Ma blouse, collée à ma peau, n'était plus un obstacle, mais une invitation. Ses mains ne s'égarèrent pas loin, mais elles n'en avaient pas besoin. Chaque point de contact, sa poitrine contre la mienne, ses doigts pressés contre mon dos, était électrique. Ma peau vibrait, brûlante sous son toucher. Quand il s'est enfin éloigné, mon souffle était irrégulier. Mon esprit, un chaos de sensations et de chocs. Juste un baiser, me répétais-je comme un mantra silencieux, frénétique. Mais je savais que c'était un mensonge. Quelque chose de fondamental en moi avait changé. Une porte dont j'ignorais jusqu'à l'existence venait d'être brutalement ouverte, et je n'avais aucune idée de comment la refermer. Cette nuit-là, seule dans le lit queen size que j'avais partagé avec mon défunt mari pendant 25 ans, dormir était impossible. Je restais allongé dans l'obscurité, le ronronnement de la climatisation remplaçant pauvrement le rythme de la respiration d'un autre. Du bout des doigts, je caressais mes lèvres, comme si je pouvais encore sentir la pression fantôme des siennes. Mon corps, longtemps endormi, un territoire que j'avais cessé d'explorer, brûlait soudain d'un besoin vif que je n'avais pas reconnu depuis des années. Un gémissement sourd s'échappa de ma gorge avant que je ne puisse le retenir. Un son de pur désir, brut et sans filtre. Je savais, au plus profond de mes cellules, à quel point c'était mal. Ethan était le mari de ma fille. Il faisait partie de la famille. Mais penser à lui, à son regard intense, à la chaleur de son toucher, au goût de son baiser, éveillait en moi quelque chose de primitif et d'incontrôlable. La culpabilité était bien là, bien sûr, un poids lourd et tranchant dans mon ventre. Mais il y avait aussi ce désir, comme une volute de fumée brûlante dans ma poitrine, menaçant d'étouffer tout le reste. Le lendemain, ce ne fut qu'un exercice de futilité. J'essayais de me concentrer sur la routine et lessive, course, désherbage du jardin, n'importe quoi pour empêcher mon esprit de revenir à la salle à manger, à se baiser.
Mais quand Émilie appela pour dire qu'une réunion s'était éternisée et qu'elle ne rentrerait qu'après la tombée de la nuit et ajouta dans la même phrase qu'elle avait demandé à Ethan de passer chez moi pour enfin réparer l'unité de climatisation bruyante dans ma chambre, mon cœur se mit à battre à toute vitesse. Un mélange terrifiant de crainte et d'anticipation. Je choisis ma tenue avec un soin que je n'avais pas accordé depuis des années. J'enfilai la même blouse blanche en coton, mais cette fois, je l'assortis d'un soutien-gorge noir en dentelle, acheté sur un coup de tête et jamais porté. C'était un choix insensé, téméraire, mais il me faisait me sentir puissante, féminine, comme une femme avec un secret. Quand Ethan arriva, la boîte à outils à la main, l'air entre nous crépitait d'une électricité silencieuse. Il évitait mon regard, son attitude était strictement professionnelle alors qu'il se dirigeait directement vers la chambre pour examiner l'unité de climatisation. Mais moi, je ne pouvais pas le quitter des yeux. J'observais ses bras qui se contractaient pendant qu'il travaillait, la sueur perlant sur sa nuque, la manière dont son t-shirt se soulevait légèrement lorsqu'il levait les bras, révélant un morceau de peau bronzée au-dessus de la ceinture de son jean. « Il fait chaud ici », dis-je, d'un ton volontairement léger et taquin. « Un test ?» ?»« Ouais », répondit-il. Son ton était sec, toute son attention semblait concentrée sur une vis récalcitrante, mais ses yeux le trahissaient. Il me lança un regard par le reflet de la fenêtre, un regard sombre, intense, affamé. Je m'assis au bord du lit, faisant semblant de lire un livre, mais les mots dansaient devant mes yeux. Toute mon attention était tournée vers l'homme de l'autre côté de la pièce. Finalement, je laissai tomber le livre sur le couvre-lit. « Tu peux enlever ton t-shirt si tu as trop chaud, dis-je. » Les mots flottèrent dans l'air entre nous. Il suspendit son tournevis, figé. Il se tourna lentement, son regard accroché au mien. Un long moment de silence suivit, où le seul son perceptible était le cliquetis de la climatisation et les battements affolés de mon propre cœur. Puis, avec une lenteur délibérée, il se pencha et enleva son t-shirt, dévoilant un torse fort, imparfait, réel. Mon souffle se coupa. Mon corps réagit avant même que mon esprit ne puisse former une pensée rationnelle. Je ne sais pas qui bougea en premier. Peut-être les deux en même temps. Mais soudain, il était là, à genoux devant moi, son souffle chaud contre mon cou, ses mains trouvant ma taille et m'attirant à lui. Ma blouse disparut, jetée dans la fièvre du moment, et ses lèvres trouvèrent la peau nue de mon épaule, de ma clavicule, de ma poitrine. Il embrassa le tissu fin et dentelé de mon soutien-gorge, sa bouche chaude et humide ne cachait plus rien, mais le soulignait au contraire. Mes jambes s'écartèrent instinctivement, mon corps se cambra vers lui, chaque contact, chaque baiser me consumait. Les mains d'Ethan, rugueuses par le travail, étaient précises. Il explorait mon corps avec une faim qui égalait, voire surpassait la mienne. Il me souleva sans effort, me plaquant contre le mur, mes jambes enroulées autour de sa taille. Nos corps bougeaient ensemble, dans un rythme lent, profond, délibéré. Mon esprit, comme une voix hurlante au loin, insistait, c'était mal. Une trahison d'une ampleur inouïe. Mais mon corps s'en fichait. Il avait été privé trop longtemps. Il le voulait, il en avait besoin, d'une manière à la fois terrifiante et intensément juste. Quand ce fut fini, nous restâmes là, essoufflés, trempés de sueur, appuyés contre le mur. Mes jambes tremblaient, non pas à cause de la culpabilité, mais d'un désir plus profond, plus insatiable. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Il n'attendit pas de réponse. Il m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois. Un baiser qui ressemblait moins à une passion qu'à une promesse, ou un sceau apposé sur un pacte terrible. « D'accord. Faisons une pause ici. » La ligne a été irrévocablement franchie. Il n'y a plus de retour possible vers des dîners de famille polis et des conversations innocentes. C'est le point de non-retour. Qu'est-ce qui pousse vraiment ces deux personnes? Est-ce simplement du désir physique? Ou quelque chose de plus profond? Une solitude partagée, une sensation d'être invisible dans leur propre vie? Qui est le plus fautif, selon toi? Ou bien, est-ce que le mot faute est même approprié ici? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est là que l'histoire devient vraiment compliquée. Ce qui suivit fut une danse dangereuse et enivrante. Émilie, avec sa nature douce et confiante, ne se doutait de rien. Elle nous laissait seuls pour faire des courses, pour faire la sieste,
pour prendre une douche, sans jamais suspecter les moments volés dans l'ombre de sa confiance. Un après-midi, dans la cuisine, alors qu'Émilie était à l'étage, Ethan s'approcha de moi alors que je coupais des légumes. Il passa ses bras autour de moi, ses lèvres trouvant la peau sensible de mon cou, ses mains explorant librement mon corps. Je me fondis en lui, le couteau que je tenais tombant, oublié, sur le plan de travail. Il me souleva sur la table de cuisine, le vieux bois craquant sous notre poids combiné. Ma blouse s'ouvrit alors que sa bouche traçait une ligne de feu sur ma peau. Mes jambes s'enroulèrent autour de lui, nos corps bougeant dans une synchronisation frénétique et silencieuse. Chaque contact était un accord conspirateur. Nous nous arrêtâmes juste à temps, en entendant l'eau s'arrêter à l'étage. Quand Émilie descendit, les cheveux enveloppés dans une serviette, mon cœur battait à tout rompre. Mes cheveux étaient en bataille, et Ethan, décontracté, attrapait une bouteille d'eau dans le frigo pour couvrir nos traces. Ma vie devint une série de ces instants à couper le souffle, chacun plus imprudent que le précédent. Je commençais à m'habiller pour lui, consciemment, choisissant des vêtements qui épousaient mes formes, faciles à enlever. Je commençais à me déplacer dans ma propre maison avec une nouvelle conscience de mon pouvoir de séduction. Un jour, je surpris mon reflet dans le miroir et fus troublé par la femme qui me regardait. Il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, un sourire secret sur ses lèvres. Je ne voyais plus seulement une mère, ni seulement une veuve, mais une femme vivante, animée par le désir. Quand Émilie annonça qu'elle devait partir en voyage professionnel pour le week-end, ma première pensée, vive et honteuse, fut pour Ethan. Dès qu'elle franchit la porte, je l'appelai. J'inventai un mensonge à propos du four qui ne fonctionnait plus. Je préparai la maison avec un soin presque rituel. J'allumai des bougies, mis de la musique douce, et portai une fine robe en soie, sans soutien-gorge, le tissu collant à ma peau comme une seconde peau. Quand Ethan arriva, il ne frappa même pas. Il entra, ses yeux me dévorant du regard, un sourire lent et admiratif s'étalant sur son visage. Aucun mot ne fut nécessaire. Nous allâmes sur le canapé, ses mains trouvèrent ma taille et m'attirèrent à lui. La robe glissa comme par magie. Ses lèvres se posèrent sur mon cou, sur mon oreille, murmurant qu'il rêvait de ce moment, de m'avoir rien que pour lui. Je me mouvais contre lui, nos corps trouvant un rythme à la fois nouveau, ancien et inévitable. Nous fîmes l'amour avec une intensité lente et délibérée, comme si le monde extérieur, avec toutes ses règles et conséquences, n'existait plus. Après, nous étions assis dans ma cuisine, mangeant des figues fraîches et buvant du vin, encore en sous-vêtements. Le silence entre nous n'était plus chargé de tension, mais empli d'une intimité confortable et choquante. Je savais que cela ne pouvait pas durer, mais à cet instant, je m'en fichais. Au fil des semaines, mon désir pour Ethan devint une nécessité, une partie vivante et vitale de moi que je ne pouvais ignorer. Mais à côté de l'excitation, une autre forme de conscience commença à se développer. La peur constante d'être découverte, les mensonges, les échappées de justesse, ils commencèrent à laisser des traces. Je commençais à réfléchir à ce que tout cela signifiait, pas seulement pour ma relation avec ma fille, mais aussi pour ma relation avec moi-même. Je me souvenais d'un atelier sur la santé sexuelle et la communication auquel j'avais assisté des années plus tôt, traîné là-bas par une amie. L'animatrice, une femme sage et sans complaisance, avait dit quelque chose qui résonnait désormais dans mon esprit. Le désir est une part naturelle et saine de la condition humaine. Ce que nous en faisons, en revanche, définit notre caractère. Demandez-vous toujours, est-ce consenti? Est-ce sûr? Est-ce honnête? La réponse à cette dernière question était un non retentissant et douloureux. Mes actions étaient fondamentalement malhonnêtes envers Émilie, la personne que j'aimais le plus au monde. La culpabilité, que j'avais réussi à enfouir sous des couches de passion, recommença à me ronger. Je me mis à faire des recherches en ligne, me perdant dans des articles sur la non-monogamie éthique, la psychologie de l'infidélité et le limerence. J'appris que les liaisons naissaient souvent de besoins profondément insatisfaits émotionnels, physiques, ou les deux. J'ai réalisé, avec une clarté saisissante, que je m'étais sentie invisible pendant des années. Mon identité de mère, puis de veuve, avait complètement éclipsé mon identité de femme. L'attention d'Ethan, son désir brut et assumé pour moi, avait réveillé quelque chose que je croyais mort. Mais je savais,
avec une certitude à la fois libératrice et terrifiante, que je devais répondre à ses besoins de manière plus saine, plus durable. J'ai envisagé une thérapie. J'ai commencé à écrire dans un journal, remplissant des pages entières de mes émotions confuses et contradictoires. J'ai même songé à parler à Emily. Pas d'Ethan, bien sûr, mais de mes propres sentiments de solitude et de déconnexion. Une tentative de reconstruire un lien authentique, qui ne serait pas fondé sur un mensonge dévastateur. Un matin, après une heure volée avec Ethan avant qu'il ne parte travailler, je me suis assise avec une tasse de café, fixant les draps encore chauds et froissés là où il s'était trouvé. J'ai souri, mais ce sourire était teinté d'une profonde tristesse. Je savais que cela ne pouvait pas continuer. Pas comme ça. Le risque d'être découverte était trop grand. Le dommage potentiel pour Emily, trop catastrophique pour même l'envisager. Mais je savais aussi que mon cœur réveillé, ne mentait pas. Je voulais me sentir vivante. J'avais besoin d'être vue. J'ai décidé de commencer petit. J'ai rejoint un club de lecture. Je me suis inscrite à un cours de poterie, me rappelant la joie simple de travailler de mes mains. J'ai commencé à récupérer de petites parties de moi-même que j'avais négligées pendant des années. Je ne savais pas si j'allais, ou même si je pouvais, arrêter de voir Ethan. L'attraction était trop forte. Mais je savais que je devais trouver un équilibre, construire une vie pour moi, une vie pleine, vibrante, qui ne dépende pas de moments volés dans l'ombre de la confiance de ma fille. Je devais apprendre à être vue par moi-même, d'abord. Et pour vous, notre public incroyable, merci d'avoir suivi ce parcours complexe à travers l'histoire de Clara Hara. C'est un récit de passion, d'erreurs terribles et de cette recherche difficile, désordonnée, de soi. Si cela vous a touché, si cela vous a fait réfléchir, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres histoires qui plongent au cœur des complexités de l'âme humaine. Partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à une tentation qui a mis à l'épreuve vos limites les plus fondamentales? Continuons la conversation. Jusqu'à la prochaine fois, restez fidèles à vous-même, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.